RGPD et marketing digital. Savez-vous ce qui différencie une entreprise qui croît sereinement d'une entreprise qui reçoit une mise en demeure de la CNIL? Eh bien, ce n'est pas la taille. Ce n'est pas le budget, c'est la manière dont elle collecte et utilise les données. Depuis 2018, le RGPD est en vigueur, mais pourtant, en 2025, je vois encore des équipes marketing qui déclenchent leurs tags avant le consentement, qui réutilisent des emails collectés pour un devis dans des campagnes de prospection, ou alors qui n'ont aucune idée de ce que leur CMP fait réellement. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les articles du RGPD que vous ne pouvez plus ignorer, ceux qui impactent directement vos campagnes, votre CRM et votre croissance. Bonjour à tous, je suis Samantha, experte en data tracking et conformité RGPD. Et depuis 8 ans, j'interviens auprès d'équipes marketing, data et produits pour une mission claire: réconcilier performance et conformité. Parce que soyons honnêtes, le RGPD n'est pas un texte qu'on lit pour le plaisir. Mais c'est un texte qui peut très concrètement faire ou défaire votre stratégie de croissance. Aujourd'hui, on va décortiquer ce que le RGPD signifie concrètement pour vos équipes marketing, votre CMP, vos outils de tracking, vos données CRM et vos campagnes médias. Et surtout, on va parler des articles qu'il faut arrêter de survoler. Rentrons dans les détails. Numéro 1, la collecte de données. Articles 5, 6 et 7. C'est la base. Dès qu'un visiteur arrive sur votre site, vous êtes dans le champ du RGPD. Et le cookie n'est qu'un détail technique. Parmi d'autres, tout identifiant, tout signal, toute donnée de navigation peut constituer une donnée personnelle. L'article 6, c'est la base légale, c'est le pourquoi juridique de chaque collecte de données et c'est là que tout se joue entre intérêt légitime et consentement. Prenons un exemple concret. Vous mesurez le trafic via Google Analytics, puis vous ciblez vos visiteurs avec une campagne Meta Ads et sans consentement explicite. Et bien donc vous êtes hors des clous, même si tout le monde fait pareil et d'ailleurs de moins en moins d'entreprises le font. L'intérêt légitime ne couvre pas le tracking publicitaire. Point final. En revanche, pour un outil d'analyse interne, configuré sans cookie, ni partage externe, l'intérêt légitime peut se défendre. Il faut bien que les entreprises puissent piloter leur activité. Mais attention, il faut avoir une analyse d'équilibre documentée. Et ça, peu d'entreprises le font réellement. L'article 7, c'est le consentement. Ce n'est pas un clic vague sur OK, mais un choix éclairé, traçable et réversible. Il doit être défini par une finalité et non un bouton refusé en gris clair et difficile à trouver. Ça ne passe plus en 2025. L'article 5, c'est le principe de minimisation et de transparence. Et oui, si une donnée n'est pas nécessaire, pas besoin de la collecter. Chaque donnée doit avoir une raison d'exister et une finalité claire. Ce n'est pas un modèle de gouvernance optionnel, c'est une obligation qui se renforce d'année en année. Numéro 2, les CMP et le consentement utilisateur, c'est l'article 7 et l'article 30. La CMP n'est pas un bouclier juridique, c'est une interface de conformité. Et elle ne vous protège que si vous la configurez correctement. Les erreurs classiques, un tag qui se déclenche avant le consentement, des logs qui ne sont pas conservés, des finalités qui sont trop floues. Dire simplement marketing ne suffit pas. Un parcours de refus qui ressemble à un parcours d'obstacles. L'article 30, c'est le registre des traitements. Votre CMP doit y figurer avec les finalités associées, les outils déclenchés, la base légale utilisée et la durée de conservation. Car la plupart des entreprises n'ont aucune traçabilité. Elles savent qu'elles ont une CMP, mais qu'est-ce qu'elles en font réellement? Et le jour où la CNIL demande des preuves, il sera trop tard. Numéro 3, l'exploitation marketing et CRM. C'est l'article 5, 6 et 13. C'est ici que les équipes marketing se mettent le plus en danger, avec la réutilisation des données à d'autres fins que celles qui sont annoncées. Je vous donne un exemple concret. Vous dites à un utilisateur que vous collectez son email uniquement pour de l'analytics, mais ensuite vous le repartagez avec un autre levier marketing. Et ça, c'est pas conforme. Autre exemple, vous collectez un email pour votre devis et quelques semaines plus tard, la personne va recevoir une newsletter. Le problème, c'est la finalité initiale. C'était devis et non pas communication commerciale. L'article 5, avec le principe de limitation des finalités. Chaque usage doit être justifié pour une base légale claire. Et l'article 13, c'est l'obligation d'information. Claire, complète et compréhensible. Dire « vos données peuvent être partagées avec nos partenaires » ne suffit pas. Il faut être
précis. Et n'oubliez pas, le consentement B2B existe aussi. Numéro 4, la durée de conservation. Article 5, c'est l'un des points les plus sous-estimés et pourtant l'un des plus simples à contrôler. Enfin, en théorie, parce que en pratique, il faut prendre en compte le secteur, le type d'activité et la nature des données collectées. Je vous donne quelques repères. Les données de navigation, 13 mois maximum. Les leads sont inactifs, donc 3 ans de consentement jusqu'à 6 ans avec une preuve. Attention, ce ne sont pas des indications générales parce qu'il faut les adapter selon le type de données, notamment si ce sont des données sensibles relevant de l'article 9 et selon votre secteur. Certains secteurs, comme le domaine associatif, par exemple, vont avoir une position de durée de conservation qui va être beaucoup plus stricte. Quand on vous demande pourquoi est-ce que vous avez encore une base inactive depuis 2018 et que vous répondez « on ne savait pas », eh bien ça, ce ne sera pas un argument recevable. La conservation doit être proportionnée, justifiée et documentée. Point numéro 5, sécurité, sous-traitant et fuite de données. C'est l'article 28, 32 et 33. L'article 32, c'est la sécurité des traitements, un export CSV des données clients dans un drive non protégé. Et ça, c'est une violation. Un accès non restreint au CRM où n'importe qui peut consulter des données financières ou sensibles, c'est une violation. Une simple erreur humaine peut déclencher l'obligation de notification à la CNIL sous 72 heures. L'article 28, c'est la gestion des sous-traitants. Chaque prestataire doit être lié par un DPA, un Data Processing Agreement. Cela inclut vos outils marketing, analytics, CRM, hébergeurs, agences, tous. L'article 33, c'est la notification de violation. Si vous aviez une fuite de données, vous devez le notifier à la CNIL et aux personnes concernées. Vous avez peut-être reçu ce type d'email suite à des incidents chez Boulanger, Bouygues Télécom, SFR. Et c'est obligatoire, sachez-le, ne pas déclarer une fuite est plus grave que la fuite elle-même. Numéro 6, les intérêts légitimes. Terrain miné mais stratégique. Oui, l'intérêt légitime peut être une base légale solide parce qu'en réalité, l'existence même d'une entreprise et de son business, c'est de justifier l'intérêt légitime. Quand on ouvre une boîte, c'est quand même pour générer du chiffre d'affaires, enfin, j'espère. Donc oui, vous pouvez vous appuyer sur l'intérêt légitime pour la sécurité du site, antifraude, exemple avec Google Recaptcha, les mesures d'audience interne, statistiques, analytics non partagées. Le fonctionnement technique, panier, session, land, préférences, utilisateurs, vous devez avoir de la data pour mieux comprendre vos clients et surtout améliorer votre offre. Ça se justifie, mais par contre, pas pour la publicité ciblée, ni pour le retargeting, le scoring comportemental. Chaque cas doit être appuyé par un test de mise en balance, documenté, validé et disponible sur demande. En conclusion, le résumé, récapitulons rapidement ce qu'on vient de voir. La collecte de données, articles 5, 6 et 7. Vous devez avoir une base légale claire pour chaque collecte. Le consentement doit être éclairé, traçable et réversible. Chaque donnée doit avoir une finalité précise et une durée de vie définie. Les CMP, articles 7 et 30. Votre CMP doit être correctement configuré. Ne rien déclencher avant consentement et tout doit figurer dans votre registre de traitement. L'exploitation marketing. Article 5, 6 et 13. Pas de réutilisation des données pour d'autres finalités. Un email collecté pour des devis ne peut pas servir à une newsletter sans nouveau consentement. La durée de conservation, article 5. 13 mois pour les données de navigation, 3 ans pour les leads inactifs, à adapter selon votre secteur et la typologie de données. La sécurité des données, article 28, 32, 33. Sécurisez vos données, signez des DPA avec tous vos prestataires. Et si une fuite arrive, notifiez la CNIL sous 72 heures. L'intérêt légitime, utilisable pour la sécurité, l'analyse interne et le fonctionnement technique, mais pas pour la publicité ciblée. Documentez votre analyse d'équilibre. En conclusion, le RGPD ne tue pas le marketing, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire. Il le structure. Les entreprises qui l'ont compris sont celles qui avancent le plus vite parce qu'elles savent de ce qu'elles collectent, pourquoi elles le font et comment le prouver. Ça nécessite une mise en place documentaire, oui, parfois lourde, j'en conviens. C'est vrai, mais c'est une restructuration qui est nécessaire, car le RGPD ne va pas disparaître, lui, et c'est là que performance et conformité
se rejoignent. Si vous êtes CMO, DPO, Head of Data, retenez ceci, la conformité n'est pas un coût, c'est une assurance croissance. À bientôt pour un prochain épisode où je vous montrerai comment traduire ces principes dans vos outils de tracking et concrètement ligne de code par ligne de code.